Bienvenue dans Majuscule Propos. Ce soir, on va discuter à propos du fait, on se demande si les frontières protègent les coupables. Tout d'abord, l'organe national, on revient sur l'organe national de poursuite judiciaire du Rwanda qui a reçu François Gasana alias Franky Doussabé à la suite de son extradition du Royaume de Norvège. Ce présumé génocidaire vient pour être jugé sur les crimes de génocide dont il est accusé. On écoute tout d'abord le président de Ibuka, Dr Gakwenzile Philippe, il s'exprime à propos de cette extradition et puis on revient. Nous avons accueilli avec gratitude, je dirais, l'extradition de Gasana François et en même temps que nous marquons nos remerciements d'une part à l'appareil judiciaire rwandais, mais en même temps aussi le travail qui a été réalisé du côté de la Norvège jusqu'à la prise de décision d'envoyer Gasana pour juger au Rwanda. Vous avez appris que c'est un travail de longue haleine qui a été réalisé puisqu'il a fait des appels à plusieurs étapes. C'est son droit, mais l'examen minutieux qui a été mené par la justice norvégienne doit vraiment être bien remercié et être encouragé à travailler toujours dans le même sens. Du côté du Rwanda, le Rwanda a fait son mieux. Mais plutôt, il faut voir comment les autres pays ont accueilli la demande du Rwanda. Et on voit qu'il y a pas mal de pays qui n'ont réagi, pour ne pas dire qui ont réagi négativement, mais de toute façon qui n'ont fait rien. Et parmi même ces pays, il y a les pays africains. Et je dirais qu'ils doivent réellement aller dans le même sens que la Norvège, qui est à ce que le crime de génocide, c'est un crime contre l'humanité et c'est un crime aussi qui dépend de la justice pénale internationale. Donc, ils doivent au moins respecter ce qui a été exprimé par la Convention de prévention et de répression du génocide commis contre les Tutsis qui a été signé au sein de l'ONU en 1948. Nous avons le droit d'être optimistes, mais en même temps, il faut être réaliste. Vu ce qui a été fait pendant ces 30 ans, on voit qu'il y a encore du travail. Mais de notre côté, que ce soit Ibuka comme société civile, que ce soit la République rwandaise, l'État rwandais, nous continuons toujours à pousser et à sensibiliser pour que les autres pays vraiment puissent réagir et lutter contre l'impunité. Voilà, on vient d'écouter Philbert Gakwenzile, président de Ibuka, il vient d'introduire notre émission. Ce soir, on parle des frontières qui ne protègent pas les coupables, donc on va voir les perspectives sur la coopération internationale et la justice post-génocide. On est avec Albert Ludatsimbulwa, homme des médias, analyste politique, et l'adolescent le plus âgé. Albert, bonsoir. Voilà, c'est surtout la dernière qualification. Voilà, l'adolescent le plus âgé. En fait, tout d'abord, quelle a été votre première réaction quand vous avez entendu la nouvelle de l'extradition? Ah non, c'est une bonne nouvelle. Je veux dire, parce que, imaginez-vous, ça fait de nouveau 30 ans. Hein, et on les a vus venir au compte-gouttes. Je veux dire, c'est pas le premier. Et malheureusement, comme Ibuka l'a exprimé, ça devrait être inadmissible pour quelque chose qui a été en tout cas souligné comme étant un crime contre l'humanité, que c'était un génocide. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on n'a dit plus jamais ça, et puis c'est venu là. Mais en fait, ça veut dire beaucoup de choses. Donc ma première réaction, c'est vraiment intéressant que quand même un pays occidental, la Norvège, a trouvé que c'était un dossier que la justice norvégienne pouvait suivre et mener à bout jusqu'à l'extradition. Donc ça, je dirais, ça se voit une fois toutes les autant d'années. Hein. Ce n'est pas le premier, mais vu tout le monde qu'il y a dehors,
tous je dirais les criminels qui sont en fuite et qui sont en fait à l'aise en Occident, ben, ça reflète quand même quelque chose qui ne fonctionne pas dans le système mondial et surtout de la justice internationale. Et surtout dans les pays qui clament qu'ils ont un compas moral qui leur donne des valeurs, etc. Je pense, il y a par exemple, on a 5 cas dans le Royaume-Uni. Il y a 5 cas de gens qui sont là et que rien n'a été fait jusqu'à maintenant. Hein. Oui, Albert, en fait, je viens de vous introduire en insistant sur le fait que vous êtes l'adolescent le plus âgé parce que j'ai visité votre compte X et le plus important, c'est de savoir qu'il y a plus de 121 personnes et institutions qui vous suivent et il y a eu cette semaine particulièrement… 121 100 000. Ah bon, ok, pardon. Ah, ok, oui. désolé. Non, ça va, Ouais. je ne savais pas. Oui, ok, d'accord. oui, 121. Oui, c'est possible. Oui, plus de, disons plus de 120 000 personnes et Oui. institutions qui vous suivent. Et il y a des interactions. Et récemment, vous avez fait un commentaire. Vous avez aussi partagé votre opinion sur New Times. Quand vous dites que le problème, c'est de savoir qui contrôle donc, la situation, qu'avez-vous voulu dire ? Non, là, j'ai fait une opinion qui effectivement, quelque part, ça se rejoint avec le thème de l'émission de ce soir. Ça veut dire qu'il y a… Enfin, je veux dire, le Rwanda a vécu quand même ce qu'on appelait, a subi et vécu le dernier génocide du XXe siècle, 1994. Depuis lors, ce fut vraiment pénible de sortir de là et de revenir jusqu'ici. Évidemment, les efforts ont porté, mais il y a une non-reconnaissance par beaucoup de gens. Vous avez aussi parlé, par exemple, non, c'est Ibuka qui a parlé, comment, par exemple, dans les pays africains, on retrouve encore des génocidaires, etc. Mais je veux dire, si on revient en arrière, déjà, dans les 4 années qui ont précédé le génocide, les gens n'ont jamais, enfin les gens, quand je dis ça, non, l'opinion internationale étant faite par l'Occident, à cette époque-là, n'ont jamais vu je veux dire, il n'y a pas d'alerte qui a été vraiment lancée. Je veux dire, or, il y a eu un build-up, comme on dit en Angleterre, en anglais plutôt, qui nous a amenés à ce génocide. Et ce génocide s'est déroulé pendant que les grands de ce monde, les gens qui sont au Conseil de sécurité, l'ont vu se dérouler. Et rien ne s'est passé. Et l'Occident n'est pas intervenu, et le pire vient encore après. Ça veut dire qu'une fois que, par exemple, l'APR, l'armée patriotique rwandaise du FPR, a mis fin à ce génocide, et que le Rwanda, à cette époque-là, le Rwanda avait été déclaré cliniquement mort par tout le reste du monde. Et dans leur tête, ça allait être un cycle de violence qui n'allait jamais finir, et le Rwanda allait être disloqué. Il y a même la France qui proposait qu'on fasse un territoire pour Hutu, un territoire pour Tutsi, toutes sortes de choses. Et donc, tout ce qui s'est passé depuis 30 ans est d'une certaine façon nié par l'Occident. Et le Rwanda, après avoir été victime, maintenant, par tous ceux qui ne sont pas intervenus, essaie toujours de pointer du doigt le Rwanda comme si le Rwanda était un fauteur de troubles dans cette région-ci. Alors que dès 1994, par exemple, quand on dit plus jamais ça, c'est horrible ce qui s'est passé, pourtant, la communauté internationale permet que les génocidaires se retrouvent en toute arme au Zaïre, qui va devenir donc le Congo d'aujourd'hui, hein, et pendant 2 ans, ils créaient une instabilité,
Et je veux dire, ils ont même créé un nouveau flux de réfugiés. Et tous les problèmes qu'on a aujourd'hui commencent à ce moment-là. Mais donc il y a eu le génocide, et puis ce qui a suivi, et ces grands qui parlent toujours comme quoi ils ont le compas moral, des valeurs et tout ça, la justice, tout ce que vous savez là-dessus, ils n'ont jamais rien fait. Avant d'arriver sur le fait que il y a ceux qui sont les génocidaires, les présumés génocidaires ou bien les génocidaires qui sont protégés. Avant d'arriver sur ça, j'aimerais revenir un tout petit peu sur votre article quand vous dites donc les grands titres, c'est en anglais, les grands titres ont atteint un niveau d'absurdité. Donc parlons du Rwanda, un pays qui investit dans la gouvernance, la sécurité et donc les relations internationales. Qu'est-ce que vous voulez dire par le niveau d'absurdité aujourd'hui? Parce que vous venez de mentionner victoire. Donc vous dites que le Rwanda a d'abord été victime et maintenant c'est le processus de victoire et le commentaire. En fait, l'absurdité, c'est comme si en Occident, on ne veut pas croire qu'un pays africain, s'en est sorti sans qu'on suive leurs directives, parce que ça a été la première chose, c'est que à ce moment-là, c'est tellement vaste ce sujet que je vais essayer d'aller... Je vais essayer de vous guider parce que je me rappelle de votre intervention. Vous avez parlé du Rwanda qui défie le script de leur... Tout à fait, exactement. tout à fait. Je veux dire, on reste dans le contexte. Donc, je ne sais pas si les gens savent parce que ça fait 30 ans, mais une des choses que la communauté internationale a voulu faire après la fin du génocide, c'est de nous bombarder de plein d'ONG qu'on avait besoin. Enfin, en tout cas, c'était bien qu'elles étaient là. Mais le Rwanda s'est pris directement en charge. Ça veut dire que le Rwanda a décidé d'une certaine ligne à suivre et a obligé les ONG que si elles ne suivaient pas cette ligne, c'est qu'on n'avait pas besoin d'eux. Mais pour eux, vous savez, je dis toujours que les vendeurs d'hommes, les hommes et les vendeurs d'armes, c'est la même chose, c'est du business. Eux, ils ont des millions à investir là-dedans, ils ont du personnel occidental qui vient faire sa vie là-dedans, et ce sont ceux-là aussi qui alimentent leurs collègues qui sont dans les médias. Donc, quand les ONG ne sont pas contents, on voit aussi leur presse en Occident de démoniser ceux qui ont rendu leurs collègues mécontents. Donc, il y a eu ça pendant les 2 années qui ont suivi le génocide. Et pendant ces 2 années de génocide, au lieu que cette presse, justement, dénonce que les génocidaires sont au Zaïre, qui sont en armes, qui sévissent de façon violente dans cette région-là, qu'il y a plein de réfugiés zaïrois, Banyarwanda, qui ont dû revenir ici, que c'est la totale insécurité, en fait, on va surtout parler du problème humanitaire, qui était là, d'accord, mais ça, c'était un business, parce qu'en 1996, quand pour finir le Rwanda en a ras-le-bol après avoir demandé au monde entier de régler cette histoire, et que le Rwanda, en fait, avec des opposants de Mobutu à ce moment-là, traverse, il faut que les gens sachent, c'est qu'à ce moment-là, la communauté internationale investissait $1 million par jour pour Bukavu et Goma. Quand tout ça s'arrête, c'est la raison qui va se rajouter dans tout ce monde-là, de ONG et des médias, d'en fait faire un label sur le Rwanda, que le Rwanda devient l'ennemi public numéro 1 parce que leur business a été foutu en l'air. Ça, c'est une chose. Mais donc, ces gens-là parlent de valeurs, c'est presque qui disent qu'ils ont des valeurs, mais ils n'ont jamais dénoncé ce qui s'est passé pendant ces 2 années-là. Et puis, qu'est-ce qu'on va parler? On va parler que le Rwanda a envahi le Zaïre. Et la vraie raison, on n'en parle jamais. Ouais. Et ça a continué comme ça. Ça n'a fait que jusqu'aujourd'hui, je veux dire, pour faire en rapide à aujourd'hui, on essaie de nous faire croire qu'il y a là-bas des intérêts minerais, que le Rwanda est là-bas, avec tout ce que le Rwanda investit ici, en sécurité, en tourisme, en développement, etc., avec ce que coûte une armée, ce que coûte un gouvernement, ce que coûte son développement, qu'elle irait faire la guerre pour quelques minerais à l'Est. Oui. Mais seulement eux ne voient même pas le ridicule de cette histoire-là, et ça passe comme une lettre à la poste. Pourquoi ?
Parce que les Africains, on a ce préjugé sur les Africains. Et ça devient encore pire alors sur le Rwanda. Le pire, l'autre facette que notre collègue a dit là, les autres pays africains, c'est que les autres pays africains, ils n'ont même pas, je veux dire, l'Afrique n'a même pas ses propres médias. Donc eux aussi, ils dépendent aussi de ce qu'en fait l'Occident dit. Exactement. Et alors on voit que dans des opinions dans certains pays africains, ils croient vraiment que le Rwanda est comme ça. Donc ça fait partie de cette distorsion qu'on fait sur l'image du Rwanda et qui est en fait orchestrée. Et je dirais même, et les politiciens en Occident, ceux qui sont pour ça, eh bien ça marche pour eux. Oui, en fait, merci. En fait, là maintenant, on parle de notre sujet ce soir, c'est de savoir si les frontières protègent les coupables. On voit maintenant que les frontières ne protègent pas les coupables parce qu'il y a plusieurs pays qui sont en train de faciliter, donc de collaborer. Mais... Non. Parce que si vous me permettez, ça fait 30 ans. Oui, mais non, mais je veux dire, combien ne meurent pas à l'étranger? Je veux dire, Kabuga qui était recherché par tout le monde. Le type, il y a même Netflix a fait un truc sur Kabuga. Et jusqu'aujourd'hui, il n'est toujours pas passé en justice. Oui, mais en fait, là, je comprends parfaitement votre point de vue. Mais ce qu'on est en train de dire ce soir, c'est que vous voyez comme le contexte dans lequel nous sommes. Il y a 30 ans. 31 ans, exactement. Quand je parle tout le temps de 30 ans, ça veut dire que dans ma tête, ça me fait très mal de voir que 30 ans, c'est une autre génération. Maintenant, ceux qui savent maintenant. Alors là, maintenant, comme le président de la République l'a dit, ce n'est pas pour le Rwanda, c'est pour le Rwanda et pour l'Afrique. Donc, parce que c'est une nouvelle génération. Ceux qui, par exemple, sont en train de nous regarder là maintenant, on aimerait revenir et insister sur la cause profonde de ce qui se passe à l'est de la RDC. Puisque là, quand on parle de la RDC, l'insécurité, accuser le Rwanda, c'est une chose. Mais faire croire à la nouvelle génération que le Rwanda, comme vous venez de le dire, était l'ennemi numéro 1. Alors là, maintenant, je reviens sur le fait de dire que le Rwanda a défié le script. Pour que tout le monde qui nous suit puisse comprendre avec nous sur ce plateau, pourriez-vous revenir un tout petit peu en quelques minutes ou quelques secondes, donc le script par rapport à ce que le Rwanda est en train de faire qui ne plaît pas à l'Occident? Oui, justement, ça veut dire que pendant que tout cela ne se fait pas, le Rwanda est resté stable et vrai à son avenir qui s'est projeté. Donc, ce n'est pas la longueur des choses et parce que les résultats qu'on voit, que c'est difficile à les cacher, je veux dire. Et comme dit le président, moi j'espère que c'est à la longue, de toute façon, ces paroles passent. À la longue, une jeunesse voit que ce qui se passe au Rwanda ne s'est pas passé chez eux. À la longue, ils voient que ça aussi, il y a ce leadership qui a été fait, mais il y a donc un modèle au Rwanda. Et à la longue, on espère mais ça reste encore, je veux dire, il y a tellement de contre-feux, il y a tellement de brouillages qui sont toujours donc envoyés et ce script, on essaie de garder ce script comme quoi c'est une dictature, comme quoi c'est... Je veux dire, personne essaie même de faire une analyse, c'est quoi le système politique au Rwanda? Voilà. Pourquoi est-ce qu'au Rwanda, on a plusieurs partis? Pourquoi est-ce qu'on a des élections? Ça ne se passe jamais comme ailleurs. Ici, les élections, c'est la fête. Ailleurs, les gens se battent, les gens meurent, les gens sont blessés, les gens sont arrêtés. Ici, ça se passe toujours en l'ordre. Et donc, on croit toujours que c'est parce que, soi-disant, il y a une dictature. Mais ce n'est pas à bout de fusil qu'on arrive à faire ce développement-là. Ce n'est pas à bout de fusil qu'on va avoir les Giants of Africa. Ce n'est pas à bout de fusil qu'on va avoir tout ce qu'on voit, visite à Rwanda et tout ça. Donc, il y a des contradictions et qu'on espère que cette jeunesse, effectivement, à la longue, commence à le voir. Mais encore une fois, même cette jeunesse, elle subit ce prisme qui est surtout organisé par l'Occident, et qui en fait fait un portrait du Rwanda qui comme eux le voudraient, mais pas comme c'est la vérité. J'espère surtout aussi que, parce qu'il y a une des choses que je trouve quelque part dommage avec tout le développement qu'on fait, c'est que,
Mais je veux dire, une des choses fondamentales qui est vraiment, sur ces 30, 60 dernières années que j'ai vu l'Afrique, l'éducation réelle. Je veux dire, on peut aller dans de l'éducation high-tech, etc., qui est très vite, qu'on fait des développements, etc. Mais il y a une éducation profonde qui font les fondements dans les personnes, dans les individus. Ça, je trouve qu'il y a quelque part un déficit, et sur le continent. Ça veut dire qu'on est vite pour des smart choses, pour les apps qu'on va développer, les nouvelles, tout ce qui est intelligence artificielle, mais la connaissance vraiment et qui nous donne, je veux dire, personnellement, d'une certaine façon, j'en ai joui parce que c'était une époque où on a pu accéder à certaines études qui nous permettent de voir le monde différemment, d'avoir assez d'éducation dans toutes les sortes de matières humaines et humanistes qui nous permettent aujourd'hui de faire toutes ces analyses-là aussi. Est-ce que ce sont ce genre d'objets que la jeunesse africaine aujourd'hui n'a pas? Donc, ils sont vite smart, etc. Mais voilà, au moins les résultats ici, je crois, parlent pour eux-mêmes. Et je crois qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas raconter au sujet du Rwanda. Ça veut dire qu'on peut essayer de mentir sur le Rwanda, on peut essayer de le faire passer pour ceux qui ne sont pas. Mais ce qu'on voit aussi, les résultats sur place, et quand les gens viennent ici au Rwanda, il y a cette différence. Mais défier le script, c'est ça. Ça veut dire que le Rwanda, on avait dit que ça allait être un pays raté. Et aujourd'hui, c'est un des pays exemples, modèles de développement. On croyait que le Rwanda n'allait jamais se redresser. Et vous savez, je crois qu'une des choses qu'on ne dit pas assez dans les commentaires à l'international, et même nous-mêmes, les autres se targuent toujours d'avoir des matières premières, de ceci, de cela, des richesses. Et je crois que la grande différence qu'a été le Rwanda, c'est que le Rwanda a investi d'abord dans sa population. La première richesse du Rwanda, en fait, ce sont les Rwandais. C'est ça toute la différence. C'est justement parce que tout ce pays monte, et pas seulement monte, je veux dire, chez nous, par exemple, l'histoire de la parité féminine, c'est une réalité. Je veux dire, ce n'est pas un slogan. Toutes ces histoires-là, c'est la santé des gens. Et pas simplement, et le bien-être, et aussi, surtout, ça veut dire qu'aussi, même par exemple, dans tous les autres pays, il y a tellement de corruption, etc. Or, ici, la fiscalité, c'est ça la première richesse du Rwanda. Le Rwanda investit, les gens travaillent, et les gens aussi sont taxés. Et ça, c'est le premier le système d'un pays, normalement. C'est ça. Tout le reste, en fait, c'est le eyes on the cake, comme on dit. Oui. Alors là, moi, je reviens alors sur le point que j'avais mis en suspension concernant Kaouga et autres personnes. Quelle est votre appréciation par rapport aux évolutions, donc, ou bien, je dirais, équilibre entre poursuite judiciaire, réconciliation et droit des accusés? Parce que souvent, on dit qu'ils sont maltraités et tout ça. Quel est votre point de vue sur ça? Bon, premièrement, ils ne sont jamais maltraités, ça c'est une chose, et certainement pas au Rwanda. Le droit des accusés, d'accord. Mais je veux dire, à la longue, le problème, c'est le droit aussi des victimes. Je veux dire, ça fait 30 ans. On dit en anglais, justice delayed is justice denied. Je veux dire, il y a des gens qui sont morts, qui n'auront jamais vu ceux qui ont tué chez eux, au moins passer en justice. Ce n'est pas une question de vengeance, c'est une question de justice. Je tiens bien à noter ça. Et non, je crois que, franchement, l'Occident... mais je vais vous dire, hein, je ne vais pas non plus dire que c'est simplement pour le Rwanda. Parce que jusqu'aujourd'hui, il y a des nazis qui ont échappé à la justice. Parce que les nazis eux-mêmes avaient certaines collaborations, certaines... je veux dire, complicité parmi les gens qui sont devenus, soi-disant, les vainqueurs, les alliés. Donc, je veux dire, c'est un peu propre à tout ce qui est justice. Mais c'est encore pire quand on est un pays africain, et c'est encore pire quand on est un tout petit pays, que les gens croient qu'on est tout petit, hein, et qu'on peut, en fait, bully, comme on dit en anglais, comme ça. Donc, voir que des pays qui se disent respectables, comme le Royaume-Uni, et comme d'autres pays de cette envergure-là, n'aient jamais vraiment envisagé de
de faire au moins ces poursuites, quitte à les juger eux-mêmes, hein, parce que le Rwanda ne demande même pas de les extrader. Je veux dire, s'ils peuvent les juger, tant mieux, mais au moins qu'ils soient jugés. Ce qui compte, c'est au moins qu'il y ait une justice. Donc voilà, moi je crois que les frontières, même avec tous les beaux principes qu'on voudrait dire que oui, ça va, ça passe la justice transfrontalière. Non, je crois que vraiment les frontières et les milieux ont vraiment couvert ces gens-là pendant très longtemps. Jusqu'aujourd'hui, même en France, hein, c'est rempli. C'est rempli. Il y a plein d'FDLR, il y a plein de ceci, il y a plein de cela. C'est parce qu'il y a aussi enfin, on n'est pas dupe, on est aussi conscient qu'en France aussi, il y a toute une vieille garde mitterrandienne, etc., qui vont user de tout leur... pouvoir. Oui, enfin, ce qu'ils peuvent encore, contact, etc., pour essayer leurs anciens amis rwandais, de les couvrir à la justice. Mais enfin, mais même le Kakabuga, c'était le type le plus recherché au monde. Et on essaye même de le faire trop vieux pour pouvoir subir la justice. Ouais, alors là, puisque vous êtes homme des médias et vous avez plusieurs personnes qui vous suivent et il y a beaucoup d'interactions sur votre compte. Donc, quel est votre point de vue sur la lutte contre l'impunité par rapport aux personnes qui réagissent? Je parle ici cette semaine, ou bien même aujourd'hui. Philippe, j'ai vu que vous avez fait un commentaire. Quel est votre point de vue sur la lutte contre l'impunité, donc au niveau mondial, le rôle des institutions internationales et des pays partenaires? Ah, mais... Non, peut-être clarifier mieux Oui, là, maintenant, je suis en train de dire, parce qu'il y a des réactions. C'est des réactions, donc, tout est préparé à l'avance. Quand on voit un commentaire, tout ce qui sort, tous les jours, c'est le Rwanda. Il y a plusieurs personnes qui interagissent comme si ils sont connectés, ils s'entendent. Ah oui, non, mais ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Je veux dire... maintenant qu'on a les réseaux sociaux, que je dirais le citoyen fait partie de ceux qui fournissent le contenu, ben voilà, il y a des gens qui font ça. Je veux dire, bon, j'imagine aussi, si j'ai des gens qui suivent, il y en a pour critiquer, d'autres pour soutenir un point de vue que j'aimais éventuellement. Mais je veux dire, en fait, moi, ce qui m'a surtout fait réagir, justement, c'est que dernièrement, on voit donc l'agence des droits de l'homme des Nations Unies. En fait, ça a commencé par une agence de médias qui normalement a une réputation soi-disant impeccable, avec des principes. Thomson Reuters. Reuters Africa, qui nous sort une histoire non vérifiée, avec une seule source, sans aucune évidence, et qui nous raconte une histoire de massacre de 300 personnes. Les gens, en fait, c'est comme c'est l'Afrique, on dit, on massacre 300 personnes. Massacrer 300 personnes, c'est énorme. Les gens ne se rendent même pas compte. Mais comme c'est l'Afrique, c'est juste des chiffres. Il n'y a pas de visage. Et voir directement que cette personne-là, parce qu'elle travaille pour l'agence, mais cette personne est à Kinshasa et on parle de choses qui se seront faites ici dans le Kivu. Vous voyez, je donne toujours ça comme exemple pour que les gens se rendent compte dans l'espace. C'est comme si quelqu'un parce que je sais que les gens sont familiers avec je dirais la géographie en Europe, c'est comme si quelqu'un était à Lisbonne et il vous parle de 300 personnes qui sont tuées à Copenhague. Mais aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, dans tous les réseaux sociaux, les WhatsApp, il y a plein de groupes d'alerte. Quand il y a ce genre de choses, on voit des vidéos, on voit des visages, on voit des cadavres, on voit la violence, on voit ça se voit. Et là, rien. Mais une personne à Kinshasa, en train de dîner avec quelqu'un de Reuters, et Reuters sort ça sans aucun scrupule. Alors ça, c'est tout à fait contre, normalement, les principes même de Reuters-Thompson. Mais après, on a à Genève, donc la maison mère qui dit,
voilà le M23, etc. Donc, ils ont déjà les coupables, mais on n'a toujours pas les victimes. Aucun nom, rien du tout. Et ça, après, ça nous lie au Rwanda. Parce qu'on dit M23, alors parce que d'office, il n'y a aucune rédaction d'ailleurs. Vous n'avez qu'à regarder n'importe quel canard, n'importe quel média qui est lié avec l'Occident ne va sortir M23 sans dire immédiatement soutenu par le Rwanda, backed by Rwanda. C'est donc d'office, il n'y a aucune. Donc voilà, donc je veux dire, là on fait plus du média, c'est vraiment, en fait, ils sont en train de rouler pour quelqu'un là. Je le dis parce que il y a, je crois que c'est 2 ou 3 ans maintenant, il y avait Alice Nderetu, qui était l'envoyé spécial du secrétaire général Guterres pour toutes les causes de prévention contre le génocide, qui avait fait un rapport à Kinshasa pour donner tous des faits qui avaient été vérifiés. Et c'était un rapport qui disait que le Congo était en possible état d'un potentiel génocide dans l'Est. À peine avait-elle sorti ça, qu'il y a un ministre congolais qui dit il y a eu un massacre à Kishiché, avec je ne sais pas combien de centaines de morts, bazar, et que c'était le M23. À ce moment-là, avec des amis, j'aurais proposé qu'on aille voir sur place nous-mêmes, parce que personne ne le faisait. Donc personne ne le faisait. Nous avons été là-bas, on a trouvé des gens qui ont été tués, mais qui n'ont jamais été les cibles. Les gens ont pu parler devant nous. Évidemment, comme on venait du Rwanda, les gens vont peut-être dire c'est tout un montage, etc. Mais depuis lors, personne n'a jamais trouvé les 200 morts dont on parlait. Donc je dis, il y a toujours ça. C'est un modèle qu'ils font, qu'ils suivent. Dès qu'il y a quelque chose qu'on va dire sur le régime de Tshisekedi, on allume un contre-feu et on parle de morts. Et là, nous sommes exactement dans une période où il y a je dirais des pourparlers, des négociations, où maintenant, à Washington, on a Kigali qui parle avec Kinshasa, et on a à Doha, on a le Kinshasa qui parle avec le M23. On est en plein dans cette phase. Et c'est à ce moment-ci que parce qu'on avance, quelqu'un nous sort ça. Moi, je connecte ça et je dis, c'est de nouveau un de ces montages-là. Parce que les gens n'aiment pas qu'on progresse vers la paix. Oui, ça c'est clair. Et donc, ça, c'est un modèle, et ça dure depuis 30 ans. On fabrique quelque chose. Et les médias, c'est ça maintenant. C'est devenu des mercenaires qui sont à la solde, soit de l'Occident, soit d'autres intérêts, etc. Mais qu'on ne me dise surtout pas que les médias sont indépendants. Ouais, alors Albert, de votre point de vue, ce soir, on est en train de discuter alors du fait que les frontières protègent les coupables. Absolument. C'est une question qu'on s'est posée pour notre émission et vous, parce qu'on est en train de faire un décryptage. Vous avez dit, vous êtes du côté du fait qu'on apprécie ce qui se passe. Par exemple, le Royaume de Norvège, l'extradition, donc tout ça est appréciable. Mais de votre point de vue, vous dites que ce n'est pas assez donc, pour les autres pays. Alors ici, en termes d'impact sur la société, quand on parle de contribution de ces procès à la mémoire collective et à la prévention des idéologies négationnistes, qu'en pensez-vous? Puisque à la base, tout commence il y a 31 ans, quand il y a le dernier génocide du XXIe siècle. Aujourd'hui, quel est votre message pour un jeune qui nous suit? Ou bien l'audience? Parce que même aux États-Unis ou n'importe où, il y a des fois, à cause d'avoir tout le temps reçu beaucoup de mauvaises informations, on finit par y croire. Quel est votre point de vue alors, ou bien quel est votre message pour ceux qui nous suivent pour leur expliquer donc, le danger qu'il y a pour l'impact donc, de la société par rapport à tout ce qui se fait comme manipulation? Il y a d'abord, je dis, comme on est sur la télévision publique rwandaise, mon message va d'abord au Rwandais. Et la seule chose que moi je peux dire, c'est que de toute façon, on doit d'abord compter sur nous-mêmes. C'est sur nous-mêmes. Parce que de toute façon, ce qu'on est et ce qu'on est devenu, il y a tellement de gens qui n'y croient pas. Mais nous, on le vit. On sait d'où on vient, on sait où on est aujourd'hui. Et ça, il ne faut pas qu'on nous déstabilise. Et ça, on doit être un. On est et on doit le rester. Parce que ça, c'est notre survie. Tellement, on est tout rikiki, mais très costaud, parce qu'on est ensemble.
Donc, et il ne faut pas se laisser, je dirais, bousculer par ce qu'on raconte sur nous, etc. Certainement. Quant aux autres, j'espère que justement, cette, en Kinyarwanda, je dirais ce kudatsimburwa, de ne pas vouloir se laisser à une chose, c'est ça qui va peut-être aussi faire qu'à la longue aussi les autres comprennent ce qu'on fait. Parce que là, ça va être maintenant vos générations qui continuent ça. Il faut continuer, il faut surtout garder cela. Pour que aussi d'autres jeunesses, enfin, de votre génération, ailleurs, surtout en Afrique aussi, puissent vous voir aussi comme maintenant des modèles. Parce que ça sera quelque chose que... Je suis très conscient que depuis les indépendances des pays africains, c'est dans les années 60, donc on est 60 ans après, le modèle qui a été montré en Afrique, ça corrobore ce que les gens disent sur l'Afrique, sauf le Rwanda. Le Rwanda est maintenant autre chose. Et j'espère que ça aussi, ça va faire, je dirais, que ça se passe aussi ailleurs, que d'autres gens aussi aient envie de faire comme ce qui se passe au Rwanda. Mais en même temps, je veux dire, soyons conscients que on doit rester nous-mêmes et avoir cette persévérance de continuer ce qui nous a amenés à ici, à aujourd'hui, cet idéal. Et ça aussi, c'est la seule façon de résister du fait que, de toute façon, on ne voudrait pas qu'on réussisse. Hein? Et justement, à la longue aussi, on sera le modèle qui démontre que tous les préjugés qu'on a sur l'Afrique et sur nous-mêmes, on peut les déjouer. Maintenant, moi, ce qui serait bien, ce serait d'abord nos frères et sœurs africains. En même temps, ça nous permettra, en tant qu'Afrique, plus qu'au-delà du Rwanda, aussi de montrer une autre image d'un autre développement et avoir d'autres idéaux d'avenir. Maintenant, soyons clairs aussi, c'est que ailleurs aussi, ils ont tellement d'autres chats à fouetter, ils ont tellement d'autres problèmes, etc., à eux à régler, que pour l'instant, de toute façon, même cette conversation qu'on a sur la justice, etc., il y a beaucoup d'endroits en Occident et un peu partout où ils ont tellement d'autres problèmes que nous, on est devenus petits problèmes. Mais nous, on doit continuer de toute façon, à être responsable de notre avenir. Oui. Sur ce point, avant de finir, pour aller dans notre phase qui termine notre édition, je vais insister sur le point d'être conscient qu'on est nous-mêmes et de se focaliser sur notre avenir. Je vais revenir sur l'Assemblée générale du Symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar, donc qui s'est tenue ici au Rwanda. Il y avait l'archevêque de Kinshasa et président du SHEAM, le cardinal Fridolin Nambogo, qui a vraiment salué la gouvernance du président de la République Kagame, Paul Kagame, qu'il qualifie de vecteur de restauration de l'espoir. Je suis en train de faire sa citation, et de la vie après le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. On peut écouter tout d'abord parce que lui, il a dit que le Rwanda est une terre marquée par une mémoire douloureuse, mais aussi par un courageux processus de guérison et de nouveau départ maternel martelé. Donc, comment il a expliqué? On écoute et puis on revient. Tenir cette 20e assemblée plénière au Rwanda, dans cette sous-région de l'ASEAC, est profondément symbolique. Ce n'est pas un hasard. Le Rwanda, comme cette sous-région, est une terre marquée par une mémoire douloureuse. Mais aussi par une guérison courageuse et de nouveaux commencements. Le sang a beaucoup coulé dans cette sous-région, cette partie de l'Afrique. Et le sang continue à couler dans cette partie de notre continent. Notre présence ici n'est pas un hasard.
Elle témoigne de l'engagement durable du SHEAM en faveur des valeurs de réconciliation, de vérité et de paix. En tant qu'Église et famille de Dieu en Afrique, nous nous tenons ici en solidarité fraternelle avec une nation et une sous-région qui a transformé la tragédie en témoignage. Nous rappelons que les blessures de l'histoire peuvent devenir de sources de grâce lorsqu'elles sont touchées par le Christ, source de l'espérance. Alors, Albert, comme le cardinal vient de le dire, que le Rwanda est une terre marquée par une mémoire douloureuse, mais aussi un courageux processus de guérison. Parlons en termes de vraiment, c'est un modèle, unité et réconciliation. Comment est-ce qu'on peut alors expliquer, donc ne pas se focaliser sur ce qui est en train d'être dit sur le Rwanda, parce que maintenant le Rwanda est l'objectif de plusieurs désinformations. Quel est votre point de vue, ou bien quel est votre conseil par rapport à cette jeunesse qui veut vraiment avancer en ignorant, mais en ne sachant pas comment ignorer et avancer? Ceux qui se disent contre le Rwanda. La jeunesse au Rwanda ou... Oui, en Afrique. En Afrique, là, en fait, le Rwanda a une situation assez particulière comparée à la plupart des pays subsahariens. Parce que je veux dire, vous savez, tous les pays que vous voyez, le Congo, la Tanzanie, l'Ouganda, la Zambie, le Malawi, c'est des pays qui n'ont jamais existé avant 1885, avant la conférence de Berlin. Ce pas des pays qui ont existé. Donc, je veux dire, il n'y a pas une nation réelle, parce que les colonies, les colonisateurs n'avaient pas comme rôle de créer des nations. Non, c'était des propriétés qu'ils exploitaient, tout simplement, avec des gens de différentes nations qui étaient à l'intérieur. Donc, je dis ça toujours aux Congolais. Ils sont Congolais, mais ça, c'est un concept qui a été inventé par Léopold. Donc, avant ça, il y avait des Bangala, des Bashi, des Baluba, tout ça. Mais il n'y avait pas de Congolais. Tandis que le Rwanda, en fait, c'est un de ces seuls pays qui était une nation déjà au départ. Et en fait, au contraire, l'occupant, on était sous tutelle, sous protectorat d'abord d'Allemagne, mais surtout de la Belgique. La Belgique a essayé de défaire cette nation. Et quand ils ont mis des gens au pouvoir en 60, et puis Habyarimana qui a suivi cela de 60, Kayibanda Anda, c'était des gens qui avaient défait la nation. Donc le défi pour les Rwandais, c'était de reconstruire cette nation. Et c'est pour ça on ne pouvait pas faire de vengeance. C'était impossible. Je veux dire, on allait tuer son propre cousin ou oncle, etc. Et donc, il fallait refaire cette nation. C'est pas simple avec tout ce qui s'est passé. C'est pas simple. Ça a été vraiment la réussite et c'était vraiment la vraie victoire. Voilà. Alors, aujourd'hui, de continuer à bâtir là-dessus, ça c'est très important. Ça veut dire que la prochaine génération doit continuer à faire cette nation. On est une nation, c'est des Banyarwanda, c'est tout. Et donc, pour nous, c'est beaucoup plus simple, mais en même temps, c'est quelque chose d'intéressant aussi pour les autres pays de voir que leur jeunesse aussi maintenant, leur idéalisme, c'est qu'ils créent des nations de là où ils sont. Parce que c'est pas simple, parce qu'ils n'ont pas des dirigeants qui ont eu cette vision, qui ont eu cet exemple. Donc le Rwanda aujourd'hui est un exemple qu'on peut venir de l'enfer et d'aller au paradis. Note que je n'aime pas les images des religieux, mais c'est ça que ça veut dire. Et c'est génial que ça ait été dit justement par des religieux. Parce que souvent, les religions ont aussi été des vecteurs contre les populations. Les gens ne se rendent pas compte. Mais aujourd'hui, avoir ce genre d'encouragement aussi, c'est parce que c'est peut-être la seule branche auquel certaines personnes dans ces pays-là s'accrochent encore, c'est l'Église, parce qu'elle est au moins beaucoup plus stable que les politiciens. Albert, le temps nous fait défaut. Merci beaucoup. Je reviens toujours sur le fait que les frontières protègent ou ne protègent pas les coupables. Ici, quand on parle de coupables, c'est génocidaires, ceux qui ont commis le crime de génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Et surtout, on parle de 31 ans après, ça veut dire une autre génération. Maintenant, on parle, vous venez de dire qu'il y avait un grand défi. Comment reconstruire une nation?
Et maintenant, le défi a été relevé. Quelle est votre inquiétude par rapport au fait que si il est question maintenant de continuer le chemin qui a été commencé, donc le chemin qui nous a amené à cette reconstruction, à cette réalisation d'unité et réconciliation, quelle est votre inquiétude? Qu'est-ce qui vous inquiète quand vous regardez sur les réseaux sociaux, ou bien la réalité, le contexte actuel? Qu'est-ce qui vous inquiète le plus par rapport à la jeunesse et la conscience de continuer sans être freinés par ce qu'ils sont racontés? Parce qu'on ne peut pas oublier que... Oui, la seule chose qui m'inquiète peut-être, c'est que tout développement que nous faisons maintenant dans cette modernité, dans la modernité digitale, c'est que quelque part, on est assez superficiel. Et je crois qu'il est important, parce qu'une des choses qui ont fait... Vous savez, moi j'étais bébé quand mes parents ont fui. Donc l'indépendance nous a trouvés au Burundi. Et pourtant, je suis arrivé en 64 en Europe. Mais en 94, j'étais ici au mois d'août. Le temps que j'ai passé là-bas n'a pas effacé le message qui était profondément en nous. Comme on grandissait, ce message était clair. C'est qu'il fallait retourner et remettre les choses en ordre, comme en fait nos ancêtres les avaient laissés. Ce passage de flambeau s'est fait. C'est la seule chose qui m'inquiète maintenant, aujourd'hui. Parce que c'est vrai que c'est bien qu'on bouge, etc. Mais est-ce que nous, aussi notre génération, on pourra passer ce flambeau avec la même sagesse et la même profondeur que nos parents nous l'ont fait vis-à-vis de nos enfants? Est-ce que nos enfants vont être réceptifs à ça? C'est très important. Parce que si on est trop superficiel, si on ne voit pas la profondeur de notre civilisation en tant que nation, si on ne voit pas ça, on est facilement effaçable. Et une stratégie, une proposition de comment ça pourrait se faire? Est-ce qu'on doit inviter ces gens à venir? Ça, c'est une autre émission, Amanda. Ouais. Parce que ça, c'est Ubunyarwanda. En fait, ça s'appelle Ubunyarwanda. Ouais. Et Ubunyarwanda, ce n'est pas un mot seulement. Et déjà, les gens devraient savoir une chose, c'est qu'avant que l'Européen arrive ici, notre société n'était pas matérialiste, et elle était orale. Il n'y avait pas l'écriture. Donc toutes les données de toute cette civilisation, la vraie banque de données, elle est dans la langue. Aujourd'hui, les gens parlent des sons. Convention, c'est oulaho, mais ils ne savent même pas ce que ça veut dire oulaho. Et quand on va se quitter, oulaveho, s'il te plaît. Et quand on te dit ouramutier, waramutse, tout ça a une importance. Si ça n'est pas passé, si ça on n'apprend pas à l'école, au Bunyarwanda bwacu, ça se perd. Ouais. Ça aussi, ça sera pour une autre fois. Non, c'est sûr, c'est la deuxième fois qu'on fait un commentaire sur ça. J'espère que vous allez accepter notre invitation sur ce point. Merci beaucoup. Alors, un message pour ceux qui nous suivent, surtout pour encourager les gens de votre génération. Vous avez plus de 120 000 personnes qui vous suivent. Ceux qui ne parlent pas, ceux qui ne sont pas visibles, alors que sur les réseaux sociaux, il y a une guerre. Quel est votre message qui pourrait encourager aux gens qui sont là, sur les réseaux sociaux, et qui sont passifs alors qu'il y a une guerre, qui devait partager quelque chose ou bien répondre? Est-ce qu'il y a d'abord un message, si on a... Franchement, là, c'est une question qui me prend au dépourvu, parce que même les 120 000, je n'y ai jamais pensé. Je vous assure. Moi, j'ai commencé sur Twitter. Un jour, quelqu'un m'a dit ouais, tu devrais essayer ça. J'ai fait, et puis les années ont passé, et puis je m'exprime tout simplement. Puis j'ai des conversations, mais je n'ai pas vraiment de passé. Mais surtout oui, ne restez pas au niveau des réseaux sociaux non plus. Si vous voulez vraiment de l'information, la vraie information, ça se passe aussi dans des émissions comme ici, dans les télés aussi, etc. C'est parce que cette nouvelle génération est... Oui, je sais, elle est très chose. Mais bon, c'est une question qui me prend un peu... Non, il n'y a pas de souci. En tout cas, là, je comprends. C'est juste un clin d'œil parce que plusieurs personnes sont là sur les réseaux sociaux, font des likes, mais on aimerait vraiment voir leur message parce que là, on parle de transfert. Quand on parle de transfert d'une génération à une autre génération, il devrait y avoir une mémoire. Tout ce qui doit être transféré, ça doit d'abord être dit, partagé. Parce que ça aussi, ça sera pour une autre émission. Merci beaucoup pour votre commentaire et aussi le décryptage par rapport au fait que les frontières peuvent protéger les coupables.
On était avec Albert Datsimuga, homme des médias et analyste politique, pour parler du fait que les frontières puissent protéger ou bien peuvent ne pas protéger les coupables. C'est la fin de notre émission. On revient la prochaine fois. Vous étiez avec Amandine Dikomasabo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.